à tous et bienvenue autour de votre grande table. La question de l'immunité a pris une place de plus en plus grande dans nos sociétés et dans notre langage. Se protéger, oui, mais à quel prix ? Une société du tout immunisé est-elle vraiment souhaitable ? À partir de 12h55, rendez-vous avec le philosophe Roberto Esposito. Il y réfléchit dans son nouvel essai « Immunitas » qui paraît au Seuil. Mais d'abord, il métamorphose les corps en un coup de crayon. Réalisateur il y a 2 ans de la fameuse invasion des ours en Sicile, long métrage d'animation, Lorenzo Mattotti vous invite à une promenade aujourd'hui dans une forêt de cygnes. Une variation autour des formes et des couleurs à voir dans un livre qui paraît aujourd'hui chez Actes Sud, Rites, rivières, montagnes et châteaux. Installé en France depuis plus de 20 ans, l'illustrateur italien est tout de suite notre invité à retrouver sur France Culture jusqu'à 12h30. La grande table. Olivia Gesbert. Les festivals ont dû tirer le rideau, les galeries sont fermées. Votre galerie, la galerie Martel, le festival Pulp, qui devait vous accueillir aussi en avril, dédié au 9e art, le Pulp Festival pour sa 2e année consécutive, n'aura pas lieu. Il aurait dû se tenir ce mois-ci à la ferme du Buisson et vous auriez dû y exposer vos obsessions. Lorenzo Mattotti, paysage, corps enlacés ou en mouvement, solitude. Bonjour à vous. Merci. Bonjour à vous, merci. Nous. Heureusement, il reste les livres. Oui. Et ce très beau livre qui paraît chez Actes Sud BD. Il regroupe vos obsessions, certaines d'entre elles. Il regroupe aussi vos rêves, quelque chose de l'ordre de vos fantasmes. Ces obsessions, elles font partie de votre musée imaginaire. Elles occupent une salle entière, peut-être, de ce musée imaginaire. Si on regarde là, en ce moment, avec vous, ces murs, quelles sont-elles, ces obsessions ? Qu'est-ce que vous y projetez ? Ma obsession, c'est un peu un mot difficile. Je n'arrive pas vraiment l'accepter. Je crois que c'est des sujets ou des thèmes qui me présentent périodiquement, tout le temps. C'est sûrement la relation homme-femme, l'amour. L'amour simple, l'amour direct. L'amour sans aussi fragile. Sinon, l'homme et la femme, avec ces rituels secrets, ces rituels, les relations, que ça peut être aussi conflictuel, des rituels que seulement un homme et une femme, ils arrivent à créer entre eux et qu'ils sont très privés. Autre obsession, c'est l'amour peut-être pour les paysages, pour la nature, pour la contemplation. La contemplation, la lumière, les couleurs, et se promener, les viandants qui marchent tout le temps, qui passent sous les yeux, avec peut-être une fatigue sous les dos, peut-être aussi avec la pluie, mais qu'ils continuent à avancer. À trouver, à explorer. Peut-être notre obsession, c'est l'exploration intérieure, parce que extérieure, surtout maintenant, c'est un peu plus difficile. Et explorer des nouveaux territoires, des nouveaux signes. Dans les années 70, vous avez commencé, Lorenzo Mattotti, à les coucher sur le papier, ces thèmes, ces sujets, ces obsessions, ces fantasmes. Les dessiner, c'est peut-être comme écrire ses rêves au réveil pour garder une trace et chercher à percer le mystère. C'est un passage par l'inconscient, cet inconscient dont nous parle si bien Francis Bacon, le peintre. Dans ce que je cherche à faire, au fond, on ne peut pas savoir comment le faire, parce que le moment qu'on sait comment le faire, on commence tout de suite à faire une illustration. Même si ce n'est pas l'illustration ordinaire, c'est au même temps le moment. Alors, dans un sens, c'est forcé d'être inconscient. C'est pour moi d'attraper les accidents que la peinture peut me donner et que les marques qu'on fait, dans une façon souvent inconsciente, peut retourner dans une façon beaucoup plus exacte sur le sujet qu'on cherche à refaire. Francis Bacon.
À propos de ces rêves, peut-être de cet inconscient, elle est Oui, là, la promenade intérieure. Hein, c'est par ces oui, chemins-là c'est que ça, la promenade vous intérieure, vous c'est baladez. de savoir, de se mettre en face aux feuilles et savoir qu'est-ce que ça va sortir. Ouais. C'est le dialogue entre... moi, depuis les années 70, j'ai toujours, avec une plume seulement, très simple, sur les feuilles, sur mes cahiers, commencé à dessiner et jamais savoir qu'est-ce qui est sorti à chaque page. Et c'est un dialogue avec sa propre passé, évidemment, sa propre expérience, sa propre culture de l'image aussi. Mais c'est aussi avec cette ligne qu'elle commence à bouger sur les papiers et qu'on commence à créer des formes et tout de suite, c'est un dialogue. Et le livre ressemble et rassemble un ensemble de variations. C'est assez beau de feuilleter les pages et de voir comment votre imaginaire et votre crayon évoluent aussi au fil des dessins. On y voit une première idée qui est toujours détournée, modifiée, transformée. Est-ce que chaque dessin est pour vous, Lorenzo Mattotti, un aboutissement ou c'est seulement le dernier de la série qui en est un? Est-ce que les autres relèvent, et c'est peut-être tout aussi important, de la recherche, du brouillon, de l'expérimentation? Oui, mais ce n'est pas des brouillons. En fait, chaque dessin, c'est une étape pour être de plus en plus au point, ou une variation. C'est très, très lié à la musique. Ça peut être une variation musicale. Je fais un dessin, après, pendant que je l'ai fait, ça arrive une autre idée, je tourne la page, je ne fais encore une autre. Peut-être il n'est pas encore abouti, mais c'est terminé. Après, seulement par un détail, je commence et ça devient une autre chose. Ça m'est arrivé avec, à l'intérieur du livre, il y a cette cérémonie, c'est ce que j'appelle cérémonie intime, que c'est un homme et une femme qui, d'abord, ils sont dans un appartement fermé, dehors, il y a la nature, ils s'aiment, ils se touchent, c'est comme s'ils dansent, et à peu, ils deviennent comme des sacerdotesses, elle devient une sacerdote. Ça devient une danse rituelle presque. Les mains, ils se transforment avec des cercles, des cubes. Et il y a, à un certain moment, tu ne comprends même pas, mais c'est des sujets qui commencent à avoir une vraie signification dans les dessins. Ça devient très important. Et c'est comme ça que les dessins ils t'amènent dans des territoires que tu même pas avant tu pensais. Et je crois que c'est ça vraiment la magie de l'image dessinée. Et que représentent pour vous ces châteaux qui séparent les 12 thèmes de ce livre? Les châteaux, on l'a mis avec Thomas Gabizon, l'éditeur de Axe Sud, qui m'a beaucoup aidé à donner un ordre au livre. Les châteaux, c'est un peu comme des chambres, des pièces. On rentre après une grande promenade ou une petite promenade, on arrive, on trouve une construction, on rentre dedans, on trouve une situation. C'est un peu pour donner des étapes au livre. Mais les châteaux, ils sont des châteaux antérieurs, évidemment. C'est un peu comme les Roland Furieux. Dans les Roland Furieux, il y a des châteaux incroyables, les châteaux du miroir, d'autres châteaux étranges. Chaque château, il tient dedans une atmosphère, une sensation, aussi une technique différente. Ces carnets, ils sont nés d'abord à la fin des années 90, rassemblant beaucoup de vos dessins, Lorenzo Mattotti, des carnets intitulés Lignes fragiles, comme un lieu à vous, un laboratoire, une sorte de boîte à idées aussi, vous l'avez déjà raconté, dans laquelle puiser pour retrouver l'imagination, retrouver des idées et sortir de séries qui pouvaient vous sembler trop linéaires, de thèmes. Et on sait que c'est obsessionnel, là encore, le dessin, quand on travaille sur une histoire, sur une série. Peut-être ces carnets sont devenus des manières de vous aérer aussi. Ligne fragile, le terme vous aurait été soufflé par un certain Jean-Louis Floch. Et si on l'écoutait? Je dirais que c'est un trait qui enlève le plus possible, vous voyez. Parce que je considère que
le lecteur n'a pas à faire l'effort d'aller vers vous. Il faut un petit peu l'attraper. Surtout quand le contenu des histoires demande un peu plus d'effort intellectuel que une narration linéaire, simple ou d'aventure, vous voyez. Et donc, ça sert presque de piège, en fait, si on peut dire. Et finalement, comme dans la vie, on s'aperçoit que le plaisir, c'est toujours d'enlever des choses. Il y a toujours beaucoup de trop de... Mais regardez même simplement ma signature. Hein, elle a commencé par Flock, tout ça. Puis maintenant, c'est un F, tout simple. Voilà, enlever le plus possible pour se débarrasser des choses encore plus rapidement. Le dessinateur Jean-Louis Flock, avec cette idée de tendre vers les purs. Vous aussi, Lorenzo Mattotti? Avec Jean-Louis, on était très copains. C'était une soirée qui me disait « Ah, ça peut appeler ligne fragile ». Mais en fait, les lignes de mes cahiers, parfois, ils avaient le courage d'être très blanches, d'être insures, d'être désarmées. Ils avaient le courage d'être désarmés. Les romans graphiques que j'ai fait après L'homme à la fenêtre, c'était un roman très étrange parce que c'était presque mal dessiné. Quelqu'un m'avait dit « Ah, mais Mattotti ne savait plus dessiner ». Les personnages, il était très blanc, il était fragile, il était comme ça. Et ça c'était la possibilité de raconter les histoires fragiles avec un signe très fragile. Mais c'est toujours le problème de raconter les histoires avec les images. Les images, ils doivent avoir la même profondeur du sujet qu'ils parlent. Je vois toujours que les sujets de l'histoire, disons en général bande dessinée, ils sont très profonds, très sérieux et tout ça. Et après, quand tu vas voir les dessins, le dessin, il n'est pas à la même hauteur. Et c'est quoi savoir dessiner quand on vous a dit « Mattotti, vous ne savez plus dessiner » ou « tu ne sais plus dessiner », d'autant que vous n'avez pas fait d'école de dessin. Est-ce qu'on peut se dire qu'à l'école de la liberté, on doit tout apprendre et expérimenter par soi-même et que c'est au fond ce qu'il y a de plus compliqué de savoir dessiner? Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que vous savez? Savoir dessiner, c'est... avoir la sensation de contrôler qu'est-ce qu'on est en train de faire. Si je veux quelque chose de tension, je vais la faire. Si je veux quelque chose de léger, je peux la faire. C'est-à-dire d'avoir dans les mains les métiers de savoir s'exprimer. Aujourd'hui, vous l'avez? Oui, mais je cherche toujours... Oui, je crois que je l'ai eu pour certaines histoires, mais je cherche toujours de les mettre en discussion, cet savoir. Parce que le savoir, ça porte aussi à la facilité, au maniérisme, à l'autocélébration. Et ça, c'est toujours, pour moi, c'est toujours un danger. Et savoir dessiner, je crois que c'est de faire, et moi je dis un mot peut-être, des dessins vrais. Comment dire? Les dessins, ils expriment toujours qu'est-ce qu'on est. Ils ne mentent pas. Et on voit tout de suite, c'est quelqu'un, il bluffe, il snob, il fait de la fiction et tout ça. Mais les dessins, c'est notre culture. Et moi, quand je n'arrive pas à m'arrêter sur une forme. Moi, je continue à avoir mes problèmes, je continue à avoir mes insuresses. Et mon dessin, il doit parler de ça. Il doit parler de mes recherches. Je me recherche tout le temps. Et quand je vois sous les feuilles les dessins qui m'expriment vraiment, là ça veut dire être dans les bons lieux, dans les bons moments. Et il y a dans ce livre des dessins qui expriment vraiment ce que vous vouliez raconter. En général, oui, parce qu'ils sont faits tous, et je fais beaucoup plus d'autres dessins, mais ils sont tous des dessins faits dans les moments qu'ils sont nés. C'est-à-dire, ils ne sont pas des projets. Ils ne sont pas des projets, c'est des dessins qui sont nés dans les moments que j'ai commencé à les dessiner sur les papiers, là. Et sont les
témoin Le témoin. de mon moment que j'étais en train de vivre. Il y a beaucoup de lignes rondes, de lignes courbes d'ailleurs, et la ligne claire n'est pas forcément une ligne droite sur laquelle Oui, l'équilibriste, le dessinateur chercherait son équilibre. Cette quête-là, elle est en permanence mais il y a en aussi jeu. des dessins très sauvages. Mm. Il y a cette série que vous regardez, que c'est des dessins très jetés. Très jetés, c'est un geste que j'ai cherché depuis, un courage aussi, le courage de jeter comme ça directement, parce que une sorte d'avoir la pression de le faire tout de suite, d'arriver à le faire, de ne pas m'arrêter. Ils sont directs, les traits sauvages, tu passes sur des détails. Les détails ne sont pas importants. C'est surtout important l'expression de ces dessins et l'énergie qu'il y a dedans. La métamorphose, Lorenzo Mattotti, elle se retrouve dans d'autres histoires que vous avez choisi d'adapter, hein, comme le magnifique album Dr Jekyll et Mr Hyde chez Casterman, mais aussi dans Pinocchio, d'une certaine manière, dont vous avez raconté les aventures chez Helium, ou pour le long métrage d'animation d'Enzo Dallo, dont vous avez créé les décors. La métamorphose, en quoi elle vous séduit? C'est surtout cette idée de ne pas avoir qu'une vie. Non, la métamorphose, il y a aussi la guirlande. En fait, la métamorphose, c'est la transformation. Et nous, on se transforme tout le temps. C'est la loi de la physique. C'est l'énergie continue qui s'arrête jamais. Et les dessins, parfois, il arrive à encharner. C'est un peu comme la musique. La musique, c'est une métamorphose continue de les notes et de la mélodie. Et je crois qu'un peu mon dessin transmet un peu cette idée. Vous dessinez en musique, toujours et encore? Beaucoup moins qu'avant, mais oui, maintenant les dessins, c'est devenu presque une musique. Alors, même si vous êtes un peu plus Lou Reed ou Bob Dylan, Lorenzo Mattotti, je me demandais ce qui pourrait naître de cette sonate numéro 15 de Beethoven, reprise par Chili González au piano. On va faire le test.
J'ai en face de moi un dessinateur, illustrateur, réalisateur sans feuilles et sans crayon, Lorenzo Mattotti, cette réinterprétation de cette andante de la sonate numéro 15 pastorale de Beethoven à l'occasion des 250 ans du compositeur. Est-ce qu'elle vous a inspiré, cette réinterprétation de Chili González, en une balade de jazz, comme il le dit, de ce morceau de Beethoven? C'est magnifique, c'est magnifique. Et chaque note, elle avait une profondeur, une délicatesse. Et je pensais à quand on dessine, on peint avec une plume, à l'encre de Chine, c'est que du noir et blanc. Mais dans chaque ligne, au pinceau, les noirs, elles deviennent différentes couleurs. Et chaque note, là, elle avait des différentes couleurs, des différents instruments dedans. Et parfois, quand on fait noir et blanc, quand je fais mes forettes, quand je fais des images seulement au pinceau noir et blanc, c'est la possibilité de jeter en direct des images très directement, mais aussi lui projeter dedans les couleurs, les atmosphères, l'orchestre, toutes les choses. C'est un peu ça. Et c'est la magie, justement, des instruments seuls, non? Où la note, elle a à l'intérieur une symphonie. C'est la note et la couleur, le noir et blanc des touches du piano. Cet album consacré à Beethoven qui réunit 12 pianistes différents, c'est une idée de 10 heures. Et bien, l'album sera disponible sur la plateforme à partir depuis quelques jours, depuis le 30 mars. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Je ne sais plus quel jour on est et je ne sais plus de quelle couleur est cette époque. Et vous, Lorenzo Mattotti, on parlait du noir et blanc à l'instant, mais vous êtes aussi un grand peintre de la couleur, des couleurs vives, souvent qui se retrouvent dans cet album, dans vos films. Quelle est, à vos yeux, la couleur du moment, celle qui définit le mieux cette époque si particulière qu'on est en train de vivre? Difficile à dire. Moi, j'essaie toujours de me défendre avec mon dessin. Et c'est pour ça que les couleurs, ça aide à respirer. C'est un peu comme l'oxygène, l'air. Ça donne l'énergie. J'essaie de me défendre avec toujours des couleurs très fortes. C'est se mettre à faire des couleurs très, très sombres, ça mène complètement à la dépression. Peut-être c'est mieux de faire des noirs et blancs ou des choses sombres quand on est très bien, quand on est dans une situation beaucoup plus forte. Des couleurs vives que vous partagez, notamment pour représenter la nature autour de vous avec le peintre britannique David Hockney. Oui. Il vient de pousser, il est installé en Normandie. Oui, c'est aussi un expatrié comme vous, qui a gagné nos terres. On a risqué de se rencontrer. Vous avez risqué de vous rencontrer? Oui. Ça n'a pas été fait encore? Non, on s'est rencontrés à New York. Oui, déjà... Mais il faut vous rencontrer en France maintenant, ça va venir. Oui. Vous savez, David Hockney, il vient de pousser une sorte de coup de gueule sur l'art numérique. Il vous a, lui, pas mal influencé, d'ailleurs, dans le regard qu'il porte sur le paysage. Il ne comprend pas ce succès, cet engouement suscité récemment. Une toile numérique, un collage a été vendu à 70 millions de dollars. Vous pensez, vous aussi, qu'il n'y a rien de plus beau et rien de plus sincère, vrai, comme vous l'évoquiez, que ces vieux outils qui sont une palette de couleurs, de peintures, un crayon pour raconter? Difficile à répondre. Pour moi, oui. Pour moi, c'est très important la relation directe. La main qui fait les crayons, les pinces, c'est plus direct, il y a une énergie directe. Mais pour faire un film d'animation, par exemple, l'énergie, ça passe à travers les mouvements, les images derrière l'autre et tout ça. Et toutes les images de mon film sont faites en numérique. Et là, je trouve très important ça comme moyen. On arrive à passer des choses merveilleuses aussi avec l'ordinateur. Ouais. Alors, ça dépend beaucoup aussi de la capacité. Maintenant, il y a des générations qui utilisent la tablette
comme nous, on utilise les crayons, avec la même légèreté, avec la même sensibilité, avec la même... Moi, il y a une chose physique. Pendant que je dessine sur la tablette comme ça, il y a comme une sorte de distance. Je n'arrive pas. Mais pour cette nouvelle génération, il y a une autre façon, il y a une autre sensibilité, je crois, qu'ils ont approfondie. Alors, ça dépend tous du résultat à la fin. Comme je disais, les dessins, ils ne mentent pas. Ils te font voir tous. Et il y a des choses qu'ils arrivent à sortir du numérique, et de faire oublier le numérique et en fait de parler d'autre chose, du mystère en fait. Lorenzo Mattotti, on a tous beaucoup connu des moments d'isolement dans cette dernière année avec les confinements. Vous êtes, vous, originaire de Brescia, hein, la région d'Italie qui a été vraiment l'épicentre de cette épidémie. Quelle différence vous faites entre l'isolement et la solitude? Parce qu'on peut être un solitaire et ne pas supporter l'isolement. Vous êtes plutôt un solitaire, en tout cas dans la création. Comment vous avez lutté contre cette période de repli qu'a entraîné le confinement? Moi, j'ai un peu honte parce que, en fait, j'ai passé les dernières 4 ans, pendant que je faisais les films d'animation, toujours entouré de mon équipe, de mes collaborateurs. Et j'ai appris à travailler avec eux. Et parfois, je dessinais même plus. J'ai contrôlé les dessins des autres. Et c'était un an que j'ai tourné un peu l'Europe pour présenter mon film. Et à un certain moment, le virus m'a obligé à rentrer dans mon atelier. Et rentrer dans mon atelier, ça veut dire revenir finalement à me retrouver, me réexplorer. À un certain moment, j'avais l'impression que j'avais tout... C'était quoi mon monde poétique, mon monde intérieur? J'étais toujours un peu extroverti, j'avais fait sortir beaucoup de choses. Et là... En fait, enfin, j'ai retrouvé ma relation avec les couleurs, avec les dessins, avec les images, avec l'exploration. Que l'on retrouve dans ce très beau livre, Rites, rivières, montagnes et châteaux, qui paraît chez Actes Sud BD. Merci beaucoup à vous, Lorenzo Mattotti, d'avoir été avec nous. Merci à vous. On va continuer à parler des corps, mais sous l'angle de l'immunité, avec un philosophe italien de chez vous, Roberto Esposito, dans la seconde partie de la Grande Table.